Oui, j'ai changé de décor. Et c'est mieux. Et tu vas rien faire du tout. D'accord? Dans la vie, il y a des mystères. Les prestations de Javier Pastore, les gens qui disent en aspirant, et les beaufs. Alors les beaufs, c'est pas un mystère en soi, hein. Si je vous dis c'est quoi un beauf, vous allez me décrire Patrick Sébastien imitant Jean-Marie Bigard qui mange à Flunch. Le mystère, c'est comment on est passé d'une glorification de la figure ouvrière dans les années 60 au beauf, 40 ans plus tard. Comment l'image du petit peuple blanc s'est-elle dégradée à ce point? Réponse dans cet épisode. Mais avant tout, je t'invite à liker, à commenter et surtout à partager cette vidéo, c'est très important pour les ouvriers, les beaufs et le mépris de classe. C'est parti. Et vu que vous aimez la guerre, enfin, je sais pas, hein, j'espère pas, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo, Tacticool. Alors, Tacticool, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de tir top-down, 5v5, avec plein de modes de jeu, genre Deathmatch, Battle Royale, mode zombie, et évidemment, capturer le sac rouge. Et on risque peut-être de se croiser. Mon blaze dans le jeu, c'est Jordito, et si tu m'aimes pas, ce qui est chelou, étant donné que t'es sur ma chaîne, tu peux jouer avec 20 millions d'autres joueurs. Et si t'es en chien et que t'es sur le site droit au cœur, tu peux même y trouver ta femme. Ah oui, c'est déjà arrivé sur Tacticool. Tu peux télécharger le jeu via le lien en description ou avec le QR code que je te mets sur l'écran. T'as un petit code promo des familles qui te fait bénéficier de plusieurs avantages. T'obtiens le jason d'or, le lance-grenade et 50 000 pièces d'argent. Je t'en reparle après. Choisis ton perso et personnalise-le. Et tu peux même les faire danser. Tue les ennemis en élaborant des tactiques en équipe. Tu peux aussi rejoindre des clans et tu peux parler via le chat vocal. Ce qui est cool, c'est que dès que tu as un ennemi dans le viseur, ton arme, elle tire automatiquement. Sympa. On se croirait à Marseille. Allez, mitraille-moi ça là. Roule-leur dessus ou tire-leur directement dessus depuis ta voiture. Tu peux aussi détruire tout le décor si tu as besoin de te défouler. Allez, la victoire, elle est pour nous les gars. Meilleur joueur, c'est parti. Plus tu joues, plus tu débloques des modes de jeu, des options, tu gagnes des récompenses et des bonus. Tu trouveras un grand choix de personnages avec des atouts différents. Regarde comme ils sont beaux. Le marin par exemple peut se donner du soin. Tu as aussi un grand choix d'armes, jusqu'à 80 armes. J'ai une petite préférence pour le fusil à pompe et le fusil d'assaut. Tu as aussi le lance-flamme. Mais si tu es un joueur qui campe, je les aime pas, mais tu peux l'être, tu peux aussi prendre le snipe. Rejoins Tacticool et sa forte communauté de joueurs du monde entier. Joue avec tes amis et trouve-en de nouveaux pour profiter du jeu ensemble. Télécharge le jeu via le lien que je te mets en description ou via le QR code qui est sur l'écran. Tu as un petit code promo si tu es nouveau joueur. Tu partiras avec des bons avantages, jason opérateur, RPG et 50 000 pièces d'argent. Pour rentrer le code promo, va dans menu réglages développeur, utiliser un code promo et tape Tactid. Allez, bon jeu, je vous donne rendez-vous sur l'application et nous on se retrouve pour la vidéo. Alors, pour bien comprendre comment on est passé de le prolétariat reinera à putain c'est génial, il faut un peu de contexte. Dans les années 60, l'ouvrier est une figure centrale de la société française. Le Parti communiste représente près de 20% de l'électorat alors et le député Waldeck-Rochet parle d'une voie française vers le socialisme au comité central d'Argenteuil en 1968. J'ai envie de dire, tout roule, sauf que non. Tout ne roule pas. Très vite, les choses vont se gâter. Évidemment, je parle d'un tremblement de terre politique. Je parle de la révolte des révoltes. Je parle de la révolution du quartier latin. Je parle évidemment de mai 68. Et là, vous vous dites, mais Georges, c'est quoi le lien entre mai 68 et la création de la figure du beauf? J'y viens. Mai 1968, c'est souvent vu comme une grande manifestation où toutes les luttes vont concorder. Mais ça, cette perception-là, c'est une vue d'esprit. Parce qu'en fait, on va avoir deux mouvements qui vont paradoxalement assez peu se mélanger. D'un côté, on va avoir les étudiants bourgeois du quartier latin et de l'autre, on va retrouver les ouvriers. Les deux groupes sociaux n'ont
pas les mêmes attentes, je vais expliciter ça plus tard. Les étudiants prônent une remise en cause générale de l'État et des structures traditionnelles, au-delà même des conditions de travail. C'est ce qui donne par exemple les slogans que tout le monde connaît: interdit d'interdire, la fin du travail, sous les pavés la plage, ou encore fais voir ton gosse que je le ramène dans ma camionnette. Ces étudiants sont post-modernes, ils ont des conditions matérielles qu'on pourrait appeler assez favorables et veulent carrément un renversement total des valeurs. Ils sont partisans de ce qu'on appelle déjà la nouvelle gauche ou la gauche libertaire. Ils critiquent le Parti communiste, considéré comme trop conservateur à leur goût, trop réformiste et pas assez révolutionnaire. Ce qu'il faut bien que vous reteniez, c'est que ces adolescents-là sont des fils et filles de la très haute bourgeoisie culturelle et médiatique d'à l'époque. Et ils deviendront eux-mêmes les produits et les véhicules de la pensée dominante qu'on va retrouver dans les années 80 et 90. C'est eux qui vont créer ce qu'on appellera plus tard la pensée dominante. Donc d'un côté, on a ces étudiants et de l'autre, on a les ouvriers. Et franchement, ça n'a rien à voir. Les ouvriers, eux, ils sont structurés autour d'un mouvement, le Parti communiste. Ils méprisent un peu ces bourgeois qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent. Et eux, les communistes, ils sont préoccupés par des questions matérielles, de salaire et de sécurité de l'emploi. Donc, petite zone de tension là. Et ces tensions, elles vont s'articuler autour d'une vieille opposition qu'on connaît tous: ville contre campagne, élitiste contre manuel, pouilleux contre citadin, parigot contre campagnard, etc. etc. Rengaine déjà présente chez certains écrivains comme Jean-Paul Sartre, qui s'étaient détournés volontairement des classes populaires françaises pour un combat anticolonial. C'était Les Damnés de la Terre, le livre de Frantz Fanon qu'il avait préfacé. Donc une tension émerge entre la bourgeoisie citadine des villes et les milieux ruraux et industriels français. Ce qui va vraiment frustrer la bourgeoisie française, c'est qu'elle croit à tort qu'avec le corps ouvrier, mai 68 aurait pu aboutir à une révolution. On accuse donc les ouvriers d'être au mieux complètement cons et au pire des agents du pouvoir. Le sociologue Didier Héribon explique: les classes populaires ne voulaient pas la révolution. Les classes populaires voulaient faire construire un pavillon. Encore plus fort, sur mai 68, Robert Redeker écrira: le peuple n'est jamais au rendez-vous que la théorie a fixé pour lui. Donc cette jeune bourgeoisie citadine va garder une dent contre le milieu prolétaire blanc et par extension contre les travailleurs qui n'ont pas rejoint le mouvement lors des cortèges. Et je rappelle que nous sommes à la fin des années 60, début des années 70, de ce qu'on a appelé la fin des 30 glorieuses et le début de la désindustrialisation. Progressivement, le nombre d'ouvriers baisse, la représentation du monde ouvrier aussi, les syndicats ouvriers se rouillent et les modes de travail évolue. Alors pour être précis, c'est pas tant le nombre d'ouvriers qui baisse que ses modes de représentation. L'ouvrier, lui, il change, il commence à travailler dans les bureaux et dans les grandes zones industrielles, il commence à y habiter d'ailleurs. En 1965, le dessinateur Cabu avait imaginé un personnage un peu vulgaire, antipathique, repris par François Cavana, mais c'est vraiment dans les années 70 que va naître la figure du beauf, et plus particulièrement en 1975. Et très vite, on va dépasser le stéréotype du beau-frère initial, militariste et brutal, pour avoir un personnage volontairement assez vague. Alors physiquement, le beauf, à cette époque-là, en tout cas, il est assez insaisissable. Il est gros, il est sale, il est vulgaire, mais c'est surtout un état d'esprit, le beauf. C'est un homme blanc, simple d'esprit et plein de certitudes prétentieuses. Évidemment, je vous l'apprends pas, le beauf est sexiste, il est de droite, il est raciste, il est militariste, il est ringard et il a un avis sur tout. Il sait tout, le beauf. Et c'est pour ça que dans les années 70, c'est autant un patron de bistrot qu'un petit bourgeois, qu'une personne qu'on rencontre, enfin bref, le beauf est un peu partout. Celui qui en parle le mieux, c'est quand même Renaud. Connard! Renaud qu'on connaît tous. Dans une chanson publiée en 1981, le beauf, je cite, a fait la Légion, il frappe ses enfants, il trompe sa femme, il écoute de la musique de merde et il est amoureux de sa voiture. Il lit de la sous-culture et c'est un facho. Je vous le dis direct, c'est pas moi, j'ai pas fait la Légion. Et si on veut être un puriste de l'analyse sociale, le beauf n'est ni un pur campagnard, ni un pur citadin. C'est l'expression d'une classe moyenne déclinante des grands ensembles et des zones industrielles. C'est des anciens paysans qu'on a agrégés près des grandes villes, comme l'a très bien décrite la chanson de Jean Ferrat, La montagne, être beauf,
c'est des habitudes. Le beauf, il va en camping à la mer, il mange à courte paille, il fait ses courses à mammouth, et question hobby, alors là, ça régale. Le beauf, il est américanisé, il subit, enfin en tout cas, il a subi de plein fouet l'hégémonie du monde libre, les États-Unis. Ses références culturelles ont changé, fini Montaigne et Le Corbusier, lui il kiffe Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger. C'est le pur produit du soft power américain. Mais la description qu'on fait du beauf va au-delà de ça. Le beauf, il est raciste, le beauf, il est chauvin et il est fan du divertissement de masse. Bon, voilà, j'ai essayé de résumer un tant soit peu à quoi ressemble physiquement le beauf lors de sa création et même jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand Seb Lafrite il fait une vidéo sur le beauf, il reprend ces codes-là, des codes qui ont été inventés dans les années 70. Mais tu te doutes bien que ce personnage, il a été créé de toutes pièces et ce par une intelligentsia qui ne lui a jamais pardonné de ne pas l'avoir rejoint pendant mai 68. Parce que le beauf, il n'est pas apparu comme par magie dans les années 80, en mode « Oh, putain, un nouveau spécimen, le beauf. » Non, non, parce que ceux qui l'ont inventé, ils ont un parcours très spécial. Parce que le Cabu, il a participé à mai 68 en écrivant dans le magazine de l'époque L'Enragé. Le patron de Canal de l'époque, Alain de Greff, directeur des programmes de l'ensemble de Canal+, lui, il va déclarer que mai 68 a été une révolution intérieure pour lui. Le fondateur de Libération, Serge July, aussi, il a fait mai 68, tout comme le fondateur de Harakiri, François Cavana, dont je parlais tout à l'heure. Le fondateur de l'Express, Jean-Jacques Servan-Schreiber, a fait mai 68. Le fondateur du Nouvel Obs, Jean Daniel, le sociologue Pierre Bourdieu, le philosophe Roland Barthes, le cinéaste Jean-Luc Godard, le philosophe André Glucksmann, le théoricien de l'enfermement Michel Foucault aussi. Tous ces gens-là ont fait mai 68. Et alors là, vous allez me dire, ouais, mais à l'époque, ces gens-là, ces personnes, peut-être, à l'époque, oui. À l'époque, c'est des petits guers des quartiers bourgeois. Mais progressivement, ils vont tous transmettre la pensée de mai 68 dans leurs disciplines respectives, en philosophie, dans les médias, dans la presse papier notamment, dans le monde culturel et même dans la politique. Transmettre les idées révolutionnaires, ok, mais aussi et surtout transmettre ce que mai 68 considère comme les traîtres qui ont empêché la révolution d'advenir, les petits ouvriers blancs de la classe moyenne, les beaufs. Je vous avais dit qu'il fallait bien retenir que c'était primordial de retenir le poids culturel des jeunes de mai 68. Donc, le premier mouvement qu'on peut analyser avec cette création de la figure du beauf, c'est celle du rejet de cette classe ouvrière et industrielle qui ne s'est pas joint aux manifestations. Mais il y a un autre mouvement en lame de fond. Si la gauche discrédite autant le prolétariat, c'est parce qu'elle sait trouver un autre prolétariat à protéger. J'ai nommé les minorités. Et pour le comprendre, il faut remonter à 1981. Élection de François Mitterrand. Pour rappel, François Mitterrand est élu avec l'appui des communistes dans ce qu'on a appelé à l'époque un programme commun, un programme d'union des gauches. Le Parti communiste, déjà en perte de vitesse à l'époque, sent que cette victoire pourrait le faire redevenir un acteur important de la Ve République. Spoiler alerte, ça ne va pas se passer comme ça. Dès l'année suivante, et surtout en 1983, dans ce qu'on a appelé le tournant de la rigueur, François Mitterrand opère une conversion aux idées libérales et marxistes. Michel Vinocq analyse ce tournant, tout comme Jacques Sapir, l'économiste, il analyse ça comme une formidable trahison de son électorat. Les communistes élisent quelqu'un, ce quelqu'un en question agit comme un libéral. Trahison, clairement. Là, pour Mitterrand, quelque part, c'est un peu la merde. Les gens lui disent, bah, tu défends pas trop le peuple là, avec tes réformes libérales. Et Mitterrand, faut qu'il trouve une solution. Du coup, il a une idée. Il se dit, être de gauche, c'est défendre le peuple. Moi, je défends pas le peuple. Et pourtant, j'aimerais bien me dire de gauche. Eh ben, faut juste que je change ce qu'est le peuple. Comme ça, si je prends les minorités comme peuple et que je les défends, 1, ça me coûte rien, et 2, je peux passer pour un mec de gauche. Et en 1984, tadam, SOS Racisme est créé avec le soutien du Parti Socialiste. C'est l'ère du « touche pas à mon pote ». L'idée du Parti Socialiste, c'est de dire « Ok, on est des crevards avec l'économie et on est quand même assez libéral, mais être de gauche, ça peut être ça ».
si on défend les minorités par ailleurs. En 1980, des penseurs politiques enjoignaient déjà la gauche à changer son fusil d'épaule par rapport au peuple. André Gorz, philosophe franco-autrichien, avait écrit un livre, Adieu le prolétariat, où il expliquait que les changements technologiques et économiques allaient tuer la notion même de peuple et la remplacer par des enjeux autour des minorités ethniques et des jeunes générations. Et c'est le remplacement du social par le sociétal que va faire François Mitterrand. Et un rapport d'un think tank de la référence à gauche, j'ai nommé Terra Nova, expliquait inviter le Parti socialiste à substituer la coalition historique de la gauche, centrée sur la classe ouvrière, sur une nouvelle coalition plus jeune, plus diverse, plus féminisée, plus diplômée, plus urbaine et progressiste sur le plan culturel. Ce changement est expliqué dans un article de Jean-Pierre Le Goff qui a écrit dans le magazine Causeur, il me semble. Le procès qui est fait à la figure du beauf est quelque part un peu malhonnête. On va reprocher à la classe moyenne de s'être américanisée, d'être devenue matérialiste et consumériste. Mais cette consommation n'est que le reflet des politiques libérales d'ouverture des années post-68 ardes. Progressivement, l'histoire de France va elle aussi commencer à être remplacée par l'histoire des minorités forcément opposées à la nation. Dans un livre polémique, la gauche et la préférence immigrée, Hervé Algalarando, journaliste au Nouvel Observateur, explique ce tournant des années 80 par, je le cite, le divorce de la gauche bobo-dominante qui privilégie la figure de l'immigré. Pour plusieurs raisons. Déjà, cette gauche bobo en veut à la classe moyenne et prolétaire française de ne pas l'avoir suivie lors des mouvements de mai 68. C'est ce que je vous expliquais en début de vidéo. Et cette thèse est aussi défendue par le spécialiste Robert Redeker. De cette détestation naît ce que l'auteur appelle la prolophobie. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de populophobie, mais à l'époque, c'est la prolophobie, soit la peur du petit peuple blanc. C'est d'ailleurs pas anodin si la classe politique commence à parler de populisme dans ces années-là. Le fait de s'adresser au peuple en ces termes devient suspect. Et en fin de compte, la bourgeoisie de gauche, la bourgeoisie des villes, change de paradigme au tournant des années 90. L'économie ne doit plus souffrir de l'intervention de l'État et l'économie doit donc être régulée. Les individus ne sont plus le produit d'une histoire et d'une culture, mais sont des agents interchangeables d'un pays à l'autre. C'est l'ère libérale du multiculturalisme et de la libre circulation des capitaux et des personnes. Et c'est un peu cette perception-là qu'on a en France de l'immigration. On se dit que tous les immigrés peuvent venir parce que finalement, ça n'est que des agents qui vont travailler, ils peuvent donc être interchangeables. Alors, avec tout ça, on n'a pas encore décrit profondément ce qu'est le beauf. Concrètement. Et vous allez voir que la description qu'on fait du beauf en dit plus sur ceux qui le détestent que sur lui-même. Le beauf, c'est avant tout le bon sens populaire. Et en ça, il va s'opposer au jugement moral de la bourgeoisie pétrie de politiquement correct et de non-dit. Le beauf, il dit pas racisé ou personne en situation de handicap. Il dit noir et handicapé. On reproche au beauf sa franchise. Par ailleurs, implicitement, qualifier quelqu'un de beauf, c'est une critique qui est quasiment morale. Le beauf, c'est celui qui est soumis au fétichisme de la marchandise, comme dirait Marx. Le beauf, c'est celui qui a subi de plein fouet la société de consommation et l'American Way of Life. Il a un frigo, il va à Mammouth, il habite dans des zones pavillonnaires à côté des grandes villes qui sont trop chères pour lui. Ses loisirs sont loin d'être des attractions de la bourgeoisie. Il a des plaisirs simples, comme dirait Pascal Bruckner dans un entretien qu'il a donné au Point, dont je vous mets l'article en description. On l'appelle le français moyen, hein, le petit blanc, en rappel au redneck américain ou au white trash. Alors je rappelle que ces dénominations sont éminemment racistes puisqu'il ne nous viendrait pas à l'esprit de parler du petit noir ou de l'arabe moyen. On oppose en général ce français moyen à ce que Alain Badiou appelle le malien de la plonge. Pendant longtemps, on a cru que ces français-là, donc les beaufs, par l'américanisation, allaient se renier. À force de les piétiner dans les médias, de les mépriser au cinéma et de se moquer d'eux sur les plateaux, on s'est dit que eux-mêmes allaient disparaître. Et depuis 20 ans, on se rend compte que, non content de ne pas vouloir disparaître, le petit beauf, le petit blanc, il veut se faire entendre. Et c'est tout le paradoxe que relève l'écrivain, le sociologue Christophe Guilluy. Le prolétaire français a subi le mépris des classes dirigeantes et médiatiques. On l'a déculturé, on l'a américanisé et pourtant c'est aujourd'hui l'un des remparts les plus efficaces contre la mondialisation et la libéralisation. Le pauvre, c'est justement l'ennemi de la mondialisation et de la libre circulation des hommes et des marchandises puisque c'est l'un des rares
corps social en France attaché à sa terre et à son pays. Donc il est difficilement interchangeable, ce beauf. L'écrivain Jean-Claude Michéa, que j'aime beaucoup et que je cite très souvent dans mes vidéos, il a écrit dans Les Mystères de la gauche que le beauf fait obstacle au projet néolibéral de la gauche progressiste. C'est l'inverse absolu de la flexibilité et de la fluidité. Fluidité de genre, fluidité de travail et fluidité d'identité. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que la bourgeoisie française va reprocher l'américanisation du beauf alors qu'elle-même importe l'ensemble de ses théories progressistes et de ses lectures sociales des campus américains. Quelque part, il y a la bonne et il y a la mauvaise américanisation. On pense que la révolte des Gilets jaunes a été le retour des classes prolétaires blanches dans la vie politique française. Mais si on est précis, l'augmentation du vote FN chez les classes prolétaires, les classes déçues par le Parti communiste, ça va être une des premières réponses au mépris de classe expérimenté par la classe moyenne française. On se rend compte qu'on est méprisé par la classe dirigeante, du coup on s'en remet à la seule force politique qui ne méprise pas ses électeurs, le Front National. C'est pour ça que c'est malhonnête d'en vouloir à des gens de voter RN ou de voter FN, comme l'ont fait Camille et Justine, puisque c'est justement le mépris de la gauche pour le peuple qui a entraîné une réaction épidermique des classes populaires françaises. Quand je préparais cette vidéo, je suis tombé sur une théorie développée par le sociologue Laurent Bouvet qui me paraît être assez judicieuse ici. En gros, l'auteur, dans son livre Le sens du peuple, il explique que la théorie qui voudrait que les beaufs soient racistes, cette théorie-là, elle est mortifère pour la gauche. Parce que, à quoi bon vouloir une meilleure redistribution des richesses, une intervention étatique dans l'économie, si ceux que l'on veut protéger sont racistes, xénophobes et mangeurs d'enfants. Puisque le destin de la gauche est intimement lié au destin du peuple, en créant un peuple qu'il appelle repoussoir, la gauche va fatalement disparaître. Et c'est pour ça que je vous disais que le concept de beauf renseigne autant sur la classe moyenne que sur la bourgeoisie de ce pays-là. Le beauf renvoie les élites françaises à ses propres renoncements. Le beauf, il veut un État fort, une unité sociale, un projet commun, une entraide et une nation respectée. Tout ce qui a été soigneusement abandonné par la gauche libérale ces 40 dernières années. Le beauf s'oppose au droit illimité de l'individu, il s'oppose aux droits des minorités au nom d'un ensemble homogène. C'est le reflet des renoncements de la gauche libérale depuis le tournant de la rigueur. Alors, récemment, la gauche a l'air de se rendre compte du poids électoral des beaufs dans les élections. Et c'est comme ça qu'une scission, selon moi, va apparaître pour les élections de 2027. D'un côté, on va retrouver une gauche Ruffin, Roussel et Montebourg, attachée au souverainisme, attachée à défendre le patrimoine culturel et national. Ils aborderont, eux, des thématiques délaissées par la gauche jusqu'alors, la sécurité, l'immigration, l'identité et le pouvoir d'achat. D'ailleurs, cette gauche-là, elle se fait violemment reprendre quand elle s'éloigne trop du credo libéral de la nouvelle gauche. Je pense notamment, et vous l'aurez reconnu, aux multiples scandales qu'il y a eu autour de Fabien Roussel et de sa viande rouge et de son pinard. Je rappelle que Roussel avait déclaré un bon vin, une bonne viande et un bon fromage, c'est la gastronomie française. Le meilleur moyen de la défendre, c'est de permettre aux Français d'y avoir accès. Alors on lui avait dit qu'il était un beauf, un anti-vegan, un nationaliste et un islamophobe. Voilà, la gauche populaire contre la gauche des minorités est incarnée dans cette affaire-là. La gauche des minorités, c'est l'autre gauche. C'est une gauche qu'on a appelée une gauche Terra Nova, en référence à une note récente de Terra Nova expliquant que la classe ouvrière blanche mettait en péril les nouvelles valeurs de la gauche, à savoir le mondialisme, l'européisme et l'immigrationnisme. En 2019, tout comme en 1995 avec les cheminots, lorsque Paris voit les gilets jaunes débarquer dans la capitale, la vie politique, hors RN, cette vie politique-là, elle a plus les codes pour lire ces révoltes. Puisque le beauf était censé mourir et se faire remplacer progressivement, c'est pas normal qu'il existe encore. Et c'est pas anodin si les premiers articles qui traitaient le sujet des gilets jaunes se demandaient insurrection des beaufs ou juste colère du peuple. Cette incapacité de la gauche socialiste à lire ces événements politiques, elle date pas d'hier. Déjà, en 2002, la gauche se montrait incapable d'analyser sa propre défaite et l'événement politique majeur qui était l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, et elle parlait d'un accident.
C'est un accident de parcours, ça devrait pas arriver. Bah s'il a été au second tour, c'est que c'est arrivé. Et si c'est arrivé, c'est qu'on a voté pour lui. Et si on a voté pour lui, c'est qu'il y a des raisons politiques qui font qu'on vote. Récemment, la France insoumise s'adonne ouvertement à un vote communautaire quasiment religieux pour compenser la perte justement de l'électorat populaire des classes moyennes. Alors c'est peut-être une bonne stratégie électorale, hein, mais ça acte concrètement la fin d'une gauche universelle et assimilationniste. Dans La fabrique du français moyen, Nelly Wolff raconte le processus de création du concept sociologique du beauf. C'est, selon elle, une manière détournée de se valoriser. Bourdieu parle d'une catégorie de distinction. Si je te traite de beauf, c'est que quelque part, moi je suis subtil. Hein, moi je suis raffiné. Si toi t'es qu'un petit beauf, moi je suis un mec très stylé. Tout comme l'antifascisme permet autant de pointer du doigt un ennemi que de se confier le rôle de résistant, le beauf nous permet de nous élever socialement, à ses dépens. On va résumer. Mais alors, résumons. La figure de l'ouvrier cesse d'être adulée par la bourgeoisie lors de l'épisode de mai 68. Progressivement, l'ouvrier devient le beauf, figure repoussoire de la classe moyenne et prolétaire blanche française. Parallèlement à ça, la gauche s'oriente vers un nouveau prolétariat, c'est le passage du social au sociétal permis grâce au tournant de la rigueur. Ce processus est une manière de détourner les critiques que l'on pouvait lui faire au moment de l'élection de François Mitterrand et plus particulièrement de l'année 1983, cette année-là qui va acter un divorce entre la gauche et le peuple. Le beauf que l'on pensait mort et enterré réapparaît dans le champ politique via un vote revendicateur dans les années 2000. Bref. Pour les élites et pour tous ces mecs-là, je suis un beauf inculte qui connaît rien. Et ça m'amuse assez. C'est génial de se faire prendre pour un con par des mecs qui le sont 10 fois plus que toi. Ça fait un plaisir incommensurable.